Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Kinshasa semble se tourner vers la SADC. Le général Chiko Chitambwe a séjourné dans quelques pays membres de cette communauté dans le but de réchauffer leur coopération avec la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est rendu dans le sud Ubangi et l'Équateur pour superviser l'opération d'enrôlement faisant partie de 10 provinces qui constituent l'aire opérationnelle. Le 21 février de chaque année, on célèbre la journée de la langue maternelle à travers le monde, occasion de faire partager le caractère unique de chaque culture dont la langue est le vecteur. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo renoue enfin avec la SADC dans l'espoir de venir à bout de l'insécurité qui endeuille sa partie Est depuis plus d'une décennie. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de la tournée que le chef d'état-major adjoint en charge des opérations de forces armées de la République démocratique du Congo vient d'effectuer dans quelques pays d'Afrique australe. Les détails dans cet élément. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations, vient de regagner Kinshasa après une tournée qu'il a conduite dans quelques pays d'Afrique australe auprès des instances de la SADC. Objectif de cette tournée, réchauffer et renforcer la coopération militaire avec ces pays d'Afrique australe. Le général-major Chiko Chitambwe l'a dit à la presse militaire. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. Le chargé des opérations de l'armée congolaise a reconnu le grand apport dont avait été la SADC pour la RDC et se dit que la relance de cette coopération va porter ses fruits. On a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Le général Chiko Chitambwe a également réaffirmé la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à redoubler d'efforts pour venir à bout des ennemis du pays. Et comme je vous l'avais dit au sommaire, le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a poursuivi sa mission de supervision dans les provinces du sud Ubangi et de l'Équateur, ce dans le but de s'imprégner du déroulement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Roger Matali. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a poursuivi sa mission de supervision de l'opération d'enrôlement dans les provinces de Sud Ubangi et l'Équateur. Comme dans sa coutume, le numéro 1 de la centrale électorale a rendu visite aux autorités provinciales et a visité quelques centres d'inscription où il a encouragé les agents à travailler en toute responsabilité pour un bon résultat. Comme vous pouvez le savoir, de par les chiffres que nous avons récemment publiés, la province du Sud Ubangi s'est très bien comportée et nous sommes convaincus que quand nous aurons conclu la remontée des données, les chiffres seront beaucoup plus élogieux qu'ils ne le sont maintenant
Mais c'est dans ce cadre-là que je suis venu rencontrer l'équipe et voir comment nous allons justement conclure ce processus. Après ce visite qui a marqué son séjour, il a également fait une escale au siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante où il s'est entretenu avec notamment les personnels et agents temporaires et recrutés. Au sortir de cet entretien, il s'est dit satisfait du travail abattu par les équipes. Nous sommes venus pour voir comment ils vont procéder à la fermeture, au contentieux électoral et toutes les questions finales avant que nous puissions formellement clôturer cet exercice. Alors, j'ai encouragé nos équipes, aussi bien à Guémena que dans les territoires, à assurer la remontée des données le plus rapidement possible parce que nous sommes en train d'aller vers la fin dans les jours et les semaines qui viennent. Toute la délégation qui conduit Denis Kadima a rallié l'aéroport avant de mettre les caps sur Mbandaka. Évoluons dans ce journal. Une exposition trop importante aux écrans numériques, ceux de téléphones, d'ordinateurs et autres tablettes, comporte de risques surtout pour les enfants de 0 à 20 ans. C'est du moins ce que révèlent les observateurs avertis. Sami Bosongo nous en dit plus dans cet élément. Selon Rachel Barr, psychologue du développement à l'Université de Washington, une exposition trop importante aux écrans entraîne une perturbation du sommeil, de l'attention, des difficultés d'apprentissage. Il faut cependant 20 ans en sciences pour démontrer que si les tout-petits utilisent les écrans, ils encourent des dangers. Jusqu'ici, le tout-petit n'utilise des écrans que depuis 7 ou 8 ans. Quoi qu'il en soit, pédiatres, psychologues et psychiatres en contact d'enfants ont alerté des changements et des dangers. Selon nos sources, les troubles qui se sont multipliés ces dernières années sont ceux liés à l'interaction, à la frustration et au langage. En Occident, l'offre est telle que les écrans arrivent en moyenne dans la vie du bébé dès 4 mois. En rapport avec cette problématique, les questions auxquelles répondre sont les suivantes. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre en matière d'écran numérique? Où est la limite à ne pas dépasser pour mon enfant? Quelles sont les dernières vérités scientifiques? Quels sont les impacts des outils numériques sur nos comportements, notre cerveau et notre santé mentale? L'effort de répondre à ces questions s'impose, voire urge, dans la mesure où les Congolais sont devenus accros aux écrans numériques et exposent leurs tout-petits à ces mêmes écrans. Il est donc important de développer des habitudes autres ou de réhabiliter celles d'avant la venue des écrans numériques pour se préserver, qu'il s'agisse des adultes ou des tout-petits, des dangers d'exposition trop importantes aux écrans numériques. Chaque 21 février, le monde célèbre la Journée internationale de la langue maternelle, une journée décrétée depuis les années 1999 par l'UNESCO dans le souci de mettre en valeur la langue maternelle. À ce sujet, certains Quinois se sont exprimés. Vous allez les écouter dans cet élément de Junette Fika. C'est depuis 1999 que l'UNESCO avait déclaré la date du 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. Bien avant, en 1950, 5 étudiants de Dakta ont donné leur vie afin que les Bagla soient nommés langue officielle dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental et qui est devenu les Bangladesh après la guerre des libérations. L'Institut international du théâtre soutient la révolution de l'UNESCO qui affirme que la reconnaissance et le respect pour la diversité culturelle dans les domaines du langage inspirent une solidarité basée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue. Car toute action qui valorise l'utilisation de langue maternelle sert à encourager la diversité linguistique. À Kinshasa, la plupart des Quinois n'ont pas la culture de parler leur langue maternelle. Certains ne savent même pas dire bonjour ou comment ça va dans leur dialecte, chose très étonnante. Quelques Quinois interrogés à ce sujet n'ont pas manqué à former quelques petites phrases de leur langue maternelle. Bonjour na mwa mboka na biso eza osisi oyo na wewe. Habari.
Wetwa bishi oya bi munoka mboka na bango basoni te aloba oyo pata oyo ayebi ke aloba munoka mboka na bango ezala chilube ezala swahili ezala kikongo aloba eza munoka mboka na oyokela yango soni te. Face à l'oubli progressif de nos langues maternelles devant le français et autres langues internationales, l'effort à déployer est de conscientiser les Congolais à réhabiliter leur langue maternelle et leur dialecte. Allons en province. Début lundi 20 février 2023, des travaux de grosses œuvres du projet de construction et d'aménagement de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre Mbuji-Mayi et Kananga, longue de 188 km. C'est le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Julie Kalinga, qui a lancé ce travaux financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et exécuté par l'entreprise égyptienne Samcret. Il était 15h, heure de Mbuji-Mayi, ce lundi 20 février 2023, lorsque le vice-gouverneur du Kasaï oriental, Madame Julie Kalinga, assistait au démarrage de travaux de grande envergure en rapport avec la construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 188 km sur la nationale numéro 1. Des travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie et exécutés par le groupe égyptien Samcrit. Démonstration faite, l'un des engins de Samcrit, en l'occurrence la pelle excavatrice, a déchiré la terre aux environs du célèbre rond-point connu par tous les habitants de Mbuji-Mayi. Nous citons le rond-point Petrombu sous l'œil observateur des habitants de Mbuji-Mayi. Au nom de la province du Kasaï oriental, le vice-gouverneur, Madame Julie Kalinga, a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le FPI pour cette intervention tant attendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbuji-Mayi et plusieurs autres points de consommation provinciaux et nationaux en République démocratique du Congo. Le président de la République vient de tenir ses paroles. Aujourd'hui, nous constatons que grâce au FPI, les engins sont sur cette route pour le début effectif des travaux. Nous lui disons grandement merci et profitons de cette même occasion pour demander aux entreprises chargées d'exécuter les travaux de mieux faire leur travail pour que l'on constate le changement attendu par notre peuple. Il s'agit de la nationale numéro 1, elle mène jusqu'à Kinshasa en passant par Kananga. Donc, si elle est totalement construite, nous vivrons des changements sur tous les plans, car les vivres pourront être acheminés sans difficulté et nous pourrons également facilement nous déplacer. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Mpouila Mukendi, qui a reçu le mandat du directeur général, je cite, Bertin Moudimou Tshisekedi, de suivre l'évolution de ce projet au quotidien, il a rassuré la population est-kassaïenne de la détermination du FPI de mener ce projet présidentiel jusqu'à bon port. Nous avions connu des difficultés parce que nous sommes dans un espace enclavé. Nous avions pris du temps que nous puissions commencer à faire venir les équipements que vous aviez vus. Il y a d'autres équipements qui sont à la base. Et il y avait un instrument important qui nous bloquait, c'était le géotextile. Nous avons reçu le géotextile le vendredi, qui nous permet maintenant de commencer les travaux dans les normes telles que ça a été fait dans l'étude. D'une province à une autre, vers la stabilisation de la province de l'Ituri, le programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et relèvement communautaire sera lancé ce mercredi à Bunia. L'annonce a été faite lundi au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, par le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe Ushindi. Les groupes armés sont appelés à être prêts pour adhérer à ce processus. Regardez.
Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Le programme de désarmement, de mobilisation, stabilisation et relèvement communautaire entre désormais dans sa phase décisive. 2 jours nous séparent au lancement officiel de ce programme dans cette province, soit le 22 février 2023. Toutes les dispositions techniques et financières sont déjà prises, rassure le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe Ushindi, après un échange autour du processus avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus de raison de ne pas faire le travail pour lequel nous avons été appelés à faire, c'est-à-dire passer à la matérialisation. Nous sommes à ce stade ici où nous venons de terminer une réunion d'évaluation par rapport aux assignations que nous avons données à la province, à la coordination provinciale, à l'armée, par rapport à la mise en œuvre. À partir de ce mercredi, nous démarrons toutes les activités qui sont liées au DD, c'est-à-dire le désarmement et la démobilisation, mais également il y a d'autres initiatives parallèles qui concourent toujours au même objectif, à la stabilisation, notamment la préparation du dialogue intercommunautaire, mais également d'autres initiatives, le dialogue avec les groupes armés. Tout cela sont mis en synergie pour que le résultat soit palpable dans un bref délai. Occasion pour le numéro 1 du PDDRCS de lancer un message aux groupes armés de s'approprier ces programmes porteurs d'espoir pour la paix en Ituri. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez plus, ne dites plus qu'il n'y a pas une structure pour vous accueillir, il n'y a pas d'endroit pour vous accueillir. Nous sommes déjà mobilisés, nous sommes déjà engagés. Venez, rendez-vous où vous voulez, auprès de la police, auprès de l'unité de l'armée, auprès de la MONUSCO, auprès de toutes les autorités que vous voulez, coutumières, auprès de l'administrateur du territoire, et ils nous appelleront pour que nous puissions venir vous voir, parler avec vous, vous recevoir, vous accueillir et vous mettre dans des conditions acceptables. Rappelons que c'est grâce au dialogue intracommunautaire et la campagne de sensibilisation sur la paix organisée par l'administration militaire qui a conduit aujourd'hui à la mise en œuvre de ce programme. Et puis, 4 personnes ont trouvé la mort lundi 20 février dans la localité de Malundu sur la route nationale numéro 1 à 15 km à l'ouest de Chikapa, rapporte la police de circulation routière de cette partie du pays. Parmi les morts, on compte une dame, un chauffeur, l'assistant parlementaire du député Kazadi. Aux âmes sensibles de s'abstenir. Triste nouvelle. Et 4 personnes décédées à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit sur la nationale numéro 1 à environ 15 km de la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. Selon des témoins du drame contactés par la rédaction de BIC Télévision. Une Jeep qui transportait des membres du parti politique Dynamique pour la transformation du Congo, DTC en sigle, parti cher au député national Théo Kazadi Mwaïla, en provenance de Kinshasa, est entré en collision avec le bus Classic Coach qui provenait de Chikapa. Selon d'autres témoins de l'événement, des kits d'enrôlement des électeurs ont été vus sur les lieux de l'accident, notamment des fiches d'identification et cartes d'électeurs vierges. Notons par ailleurs que, parmi les victimes, la belle-sœur de l'épouse de l'honorable Théo Kazadi, les chauffeurs dodo de l'honorable Anne-Marie Mbilambango, Patrick Ngalamouloumé, l'assistant parlementaire du député Théo Kazadi. Les corps de personnes décédées sont gardés dans la morgue de l'hôpital général de référence de Chikapa. Tout à fait autre chose, alors que plusieurs jeunes quinois se livrent au banditisme urbain, une minorité de ces jeunes se distingue dans les travaux informels. Les cas de jeunes fleuristes du quartier Bassoko sur l'avenue Ouya dans la commune de Ngaliema. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Quels sont les avantages de leur métier? Les réponses dans ce reportage de notre stagiaire Benjamin Consolata, rendu par Ginette Fika. La survie exige l'exercice d'un métier à partir duquel avoir de revenus pour faire face à ses besoins existentiels dans la légalité et la dignité.
Charlie Landou, jeune fleuriste de son état, expose sa marchandise sur l'avenue Oïa en Ngaliema à parler au micro de BC Télévision de ses 12 ans d'expérience dans son métier. Un modèle pour de nombreux de jeunes désœuvrés à Kinshasa qui doivent exercer des métiers plutôt que de se livrer à la criminalité et au vol. Et puis une note triste dans ce journal, Godé Massengo, ancien footballeur, ancien joueur du TP Mazembe, est décédé la soirée du lundi 20 février 2023, comme l'a annoncé sa famille. Le footballeur congolais vient de perdre la vie à l'âge de 27 ans. Selon l'annonce de sa famille, il serait décédé à la suite d'un arrêt cardiaque à son domicile à Lubumbashi. Il serait écroulé dans sa douche alors qu'il était en train de se laver, transporté d'urgence à la polyclinique Bel Air. Son décès a été constaté aussitôt. Les nombreux témoignages conformant que le joueur était déjà victime de plusieurs malaises ce dernier jour, quelques heures après la nouvelle de son décès qui a circulé sur les réseaux sociaux. Son club, son ancien club, le tout-puissant Mazembe Anglebert, a confirmé la nouvelle sur sa page Facebook. Que son âme repose en paix. Et puis la Turquie semble n'être pas au bout de ses peines à partir de tremblements de terre. 2 semaines après le séisme qui a frappé le pays en février, sa partie méridionale a fait l'objet lundi 20 février d'un nouveau tremblement de terre de magnitude 6,4. Sami Bosongo nous en dit plus. Selon l'agence turque de secours AFAD, ce séisme a secoué Hatay, la province australe de la Turquie, celle qui a été la plus éprouvée par le précédent tremblement de terre. Selon cette source, la secousse a eu pour épicentre la localité de Dafane à 20h locale. À en croire les équipes de l'agence France Presse en Turquie, une violente secousse a même été ressentie à Antakya et à Adana, 200 km plus au nord. D'après le témoignage d'un journaliste de l'AFP, la secousse a soulevé d'importants nuages de poussière et provoqué un mouvement de panique parmi la population encore déplorée et vivant dans une ville en ruine. Certaines victimes appelées au secours et des murs endommagés des immeubles se sont écroulés. Expliquant le 6 février ce séisme à Europe 1, Pascal Bernard de l'Institut du Globe de Paris indiquait que la zone située à proximité d'une faille comprise entre plusieurs plaques tectoniques est particulièrement exposée au risque sismique. Et chaque fois qu'une faille casse, le risque de cascade n'est pas à exclure. C'est probablement ce qui est à la base du nouveau séisme au sud de la Turquie. Place à présent au rappel de principaux titres. Kinshasa semble se tourner vers la SADC. Le général Chiko Chitambo est à séjourner dans quelques pays membres de cette communauté dans le but de réchauffer leur coopération avec la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, a été au Sud-Bangui et à l'Équateur pour superviser l'opération d'enrôlement des électeurs. Le 21 février de chaque année, on célèbre la journée de la langue maternelle à travers le monde, occasion de partager les caractères uniques de chaque culture dans la langue et les vecteurs. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.